Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette session Optimiser votre site web sur mobile dans laquelle nous allons faire un état des lieux du marché du mobile. Nous allons voir pourquoi repenser votre site web sur mobile et voir toutes les bonnes pratiques de développement, les frameworks et les outils d'optimisation pour sublimer votre site web mobile. Donc rapidement, je m'appelle Romain Maton, je suis indépendant, je fais principalement du développement Java, web et agile. J'ai un blog, réseaux sociaux si intéressé, je fais pas mal de conférences de talk en jug et conférences. Et donc si comme moi vous êtes intéressé par tous les petits tags sur la droite, n'hésitez pas à vous abonner sur le blog. Et une première question dans la salle, qui utilise quotidiennement sur son mobile un navigateur web? Levez la main. Donc il y a une bonne moitié. Et quotidiennement une application native. D'accord, une autre bonne moitié, c'est pas mal. Alors peut-être que vous n'utilisez pas une application mobile pour ce genre de raison. Donc là je fais une recherche dans mon moteur de favoris, je clique sur le premier lien et j'arrive sur un grand site de réseau parisien. Donc je commence par double-cliquer pour avoir un zoom et je vais faire ma recherche, départ, arrivée, savoir le trajet le meilleur. Et on va voir, là je vais commencer à écrire, il va y avoir des petits effets indésirables avec le suggest que je n'arrive pas à avoir. Je vais cliquer. Le clavier disparaît, réapparaît, on voit qu'il y a des effets de haut en bas de l'écran parce que l'intégration directe d'un site web dans le mobile va se faire difficilement à cause de, par exemple, du clavier ou de la souris ou de périphériques externes. Donc du coup, là, je vais carrément écrire le mot complet, je vais rechercher et deuxième effet qui se coule, on va voir que là, la recherche va mettre beaucoup de temps à arriver. La principale raison étant que la page d'arrivée est extrêmement lourde, énormément de data HTML, de JavaScript, de widgets, qui inclut un widget flash en bannière, donc beaucoup de contenu. L'affichage, il n'est pas laid, on arrive à avoir notre information, faut pas tricher, on voit l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le trajet à faire. Mais par exemple là, sans vouloir tricher, je veux vraiment bouger la carte et le téléphone, alors ça c'est fait sous Android, mais faites-le en réel. Le navigateur a l'impression que je veux bouger la page parce que la page déborde et il comprend pas que je veux bouger le widget. Donc du coup, ça c'est quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement. Autre exemple que vous avez dû certainement voir. Donc là, je vais aller sur No Life que je recherche toujours sur Google. Je vais cliquer sur le premier lien, rien de spécial, et je vais arriver sur le site, comme tout à l'heure, site complet. Alors que si j'avais tapé mobile espace No Life et pas No Life espace mobile, qui n'est absolument pas bien référencé, mobile espace No Life, je vois qu'en deuxième, en plus même pas en premier, j'ai une version optimisée mobile qui là pour le coup se charge instantanément. Et le problème c'est que moi en tant qu'utilisateur mobile, on m'a jamais prévenu de ça. J'ai cherché sur le site, c'est pas du tout référencé. Donc je suis obligé de hacker le moteur de recherche pour trouver. Et autre exemple assez sympa, donc là j'ai recherché Allociné et j'ai cliqué sur le lien site mobile et j'arrive sur le site mobile, non. J'arrive sur une page qui me donne l'URL mobile pour aller sur le site mobile. Donc là, il y a un petit truc qui aurait pu être optimisé. Bref, je vais cliquer et je vais arriver donc sur le site d'Allociné. Donc on voit que le premier affichage est rapide. Par contre, après, il y a toute la donnée qui va mettre beaucoup de temps à arriver. Mais au final, les infos sont assez lisibles. Enfin, je sais pas si vous pensez comme moi. Donc il y a les sites à l'affiche, il y a les news, un petit problème de CSS en bas avec du texte qui se superpose, mais à la limite pas trop grave. Je vais cliquer sur une news de ma série préférée, Dexter, et là je vais arriver sur un effet, je pense que vous avez tous vu plusieurs fois, c'est un scroll horizontal, donc il va m'obliger à scroller de gauche à droite pour lire tout mon texte. Donc ça, je vous promets d'essayer, c'est assez désagréable. Pourquoi? Parce que l'intégration de la vidéo YouTube a été mal faite sur le téléphone, et la vidéo est plus large que l'écran, donc ça repousse l'intégralité de mon texte, ce qui va m'obliger à tourner mon téléphone si vous avez la chance d'avoir un téléphone qui change l'orientation. Et dernier effet sympa, je clique sur la fiche de la série et là, paf, je me fais éjecter du site mobile et je reviens sur le site standard. Donc là, il y a trois petits trucs qui peuvent être améliorés. Et donc cette question, pourquoi optimiser votre site web mobile? Je pense que vous savez globalement que vous êtes sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc avec un clavier, une souris, un écran paysage, voire quelques x2. Et vous passez sur quelque chose qui ressemble à ça. Vous naviguez un peu n'importe où, sur un écran qui est légèrement plus petit. Qui est souvent au format portrait, avec molette ou pas, avec clavier ou pas. Donc vraiment l'expérience utilisateur ne va pas être la même pour votre site web. Vous avez le PC d'un côté et le web mobile de l'autre. Donc si vous vous dites je laisse le navigateur mobile resizer mon site ou j'applique 2-3 petites CSS pour cacher 2-3 trucs et je laisse mon site mobile tel quel, c'est vraiment pas la bonne solution. Dites-vous que votre site mobile, ce n'est pas une version miniature de votre site. Il faut intégralement le repenser. Et le problème qui va faire que vous allez vous arracher tous vos cheveux, c'est que le site, il doit d'abord passer sur tous
ces téléphones, et tous, hein, pas juste iPhone, Android. Il n'y a pas que ça qui existe. Bon, en plus, il y a Android, il y a différentes versions. Un Galaxy Note à droite avec écran géant, vous pourriez encore optimiser. Mais vous avez aussi les téléphones au format paysage tout en haut et les téléphones à faible capacité ici. Donc, il faut que vous passiez là-dessus. Il faut aussi que vous gériez au niveau téléphone tout ce qui est processeur. Vous n'allez pas pouvoir faire des calculs entre guillemets de fou, sinon vous allez flinguer la batterie, vous allez friser le browser. Vous allez devoir aussi gérer avec la mémoire. Vous pouvez pas stocker tout ce que vous voulez en JavaScript car vous avez des téléphones qui sont quand même s'ils s'améliorent, beaucoup moins de mémoire que ceux qu'on a sur nos desktops. Et enfin, ça s'appliquera pas pour tout le monde, mais selon le site, si vous fournissez du contenu, de la même manière, vous n'allez pas proposer une vidéo H264 à télécharger à un utilisateur mobile. Vous allez adapter la vidéo. Et malheureusement, le puzzle ne s'arrête pas là, parce qu'après le hardware, il y a le software. Et la petite question, qui pense qu'au niveau mondial, c'est Safari, le navigateur le plus utilisé? Levez la main. Safari le plus utilisé dans le monde, navigateur. iPhone, iPad c'est bon. Qui pense que c'est Safari? Ok. Qui pense que c'est Android, le navigateur par défaut d'Android? Non. Vous êtes bien renseigné. Le navigateur le plus utilisé, c'est Opera. Avec, au jour d'aujourd'hui, selon Stan Counter, 22% d'utilisation, 21 pour Android et 21 pour iPhone et 20 pour Android. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trafic mobile, pour ceux qui pensent que le navigateur n'est pas utilisé, c'est 9% du trafic Internet mondial. Donc ça commence un peu à devenir important. Et ce qui est assez intéressant, c'est la petite flèche là-haut. C'était en début d'année, vous avez peut-être vu passer plein d'articles qui disent « ça y est, Android, c'est le navigateur le plus utilisé ». Heureusement qu'ils ont fait ces articles à ce moment-là. Parce que ça a redescendu. Mais là, de toute façon, on le voit au niveau des graphes, on arrive vraiment à une période charnière où les trois, ils se tiennent à 1%. Donc il y en a peut-être un qui va écraser un autre, etc. Mais on n'a jamais été aussi proche, les trois navigateurs n'ont jamais été aussi proches au niveau utilisation. Par contre, je me rapproche un peu au niveau France, parce qu'on a Devox France. Et là, ce qui est marrant, c'est que si vous appliquez la règle du 80-20 et que vous vous dites, bon, je vais targeter 80% du parc, vous, en France, vous avez de la chance, vous pouvez vous arrêter que là-dessus, donc iPhone et Android. Les deux représentent 82% des navigateurs mobiles en France. Et on voit en dessous en plus qu'il y a du iPod Touch là-bas, après des navigateurs un peu exotiques, mais voilà, en France, vous pouvez targeter que iPhone et Android si vous visez les 80-20. Et donc au niveau navigateur, on a de la chance, même si on verra tout à l'heure que c'est pas si parfait que ça. Bon, la plupart sont sous WebKit, donc iPhone, Android, Nokia, BlackBerry, etc. Mais comme on a vu, c'est pas, il y a pas que eux. Vous allez aussi devoir targeter votre site mobile sur Opera Mini et Opera Mobile, et aussi IE et Firefox. Et en plus, Chrome arrive, donc encore un autre navigateur à gérer, qui a des perfs et un rendu différent de celui du navigateur par défaut d'Android. Donc tout ça, ça fait que votre site, ça va être même peut-être pire que sur desktop. Vous devez vous débrouiller pour que ça passe partout. Et pour avoir testé la plupart des sites mobiles, des exposants qui proposent des jeux, etc. Je ne sais pas si vous avez Opera Mini, Opera Mobile, je les ai testés, il n'y en a aucun qui fonctionne. J'ai été obligé, voilà, de passer par le navigateur par défaut d'Android pour pouvoir jouer et essayer de gagner mon Galaxy ou autre. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Il faut que votre site passe absolument partout. Heureusement, il n'y a pas que des inconvénients. Vous allez pouvoir gérer tout ce qui est multitouch, géoloc, appareil photo, accéléromètre, etc. Vous avez des API JavaScript dans la spec qui vont vous autoriser à faire tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle est en draft constante, parce qu'à chaque fois les API viennent se greffer. Mais au niveau web mobile pur, vous pouvez accéder à ce genre de choses. Donc selon le site que vous faites, vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Et avec tout ça, il y a peut-être une question qui vous vient à l'esprit, du web versus le natif, qui fait souvent l'objet de gros débats et de conférences. Alors si vous êtes venu à cette session pour avoir une réponse, je suis désolé, vous n'allez pas avoir de réponse. C'est pas le but de la session. Il y a des avantages à l'un et des avantages à l'autre. J'ai vu une conférence tout à l'heure qui en parlait, d'ailleurs très bonne. Donc les applications, les avantages des applications natives, c'est que globalement elles sont plus rapides. Vous avez un SDK donc qui vous permet de faire un accès hardware simplifié et une GUI mieux intégrée. Par défaut, comme ça s'installe, vous avez une application qui est dispo en mode déconnecté et vous maîtrisez aussi votre rémunération. C'est un avantage. Au niveau web, vous avez aussi vos avantages. Comme vous êtes sur le web, par défaut, vous êtes multiplateforme puisque c'est du HTML, CSS, JavaScript. Vous n'avez pas un store qui peut vous bloquer votre application. Vous êtes sur du web, automatiquement vous êtes disponible. Et surtout, il y a une mise à jour automatique de votre application. Vous mettez à jour votre code, l'utilisateur fait refresh et automatiquement, paf, il a sa mise à jour. Alors ça, c'est peut-être si vous êtes riche, mais l'idéal, c'est pas de se dire versus, c'est plutôt de faire les deux. Et là, un petit quiz. Là, il y a une application mobile et une application native. Qui pense que l'application web, elle est à gauche? Donc la native est à droite. Levez la main.
web à gauche. Ok. Donc il y a un petit quart qui pense que l'appli web, elle est à droite et la native, elle est à gauche. Encore un petit quart. Beaucoup d'indécis. Le web était à gauche et la native à droite. Vous vous êtes peut-être fait avoir à droite parce que ça ressemble à la skin par défaut de Sencha. Donc du coup qui vise un design qui ressemble à l'iPhone. Du coup vous avez peut-être l'impression, vous êtes peut-être fait avoir. Du coup comme quoi on peut faire une appli web native et une mobile qui se ressemblent fortement et qui vous donne une bonne expérience utilisateur. Dans les bons élèves, pas que les vidéos qu'on a vues tout à l'heure c'était les mauvais élèves, mais ceux qui ont vraiment poussé jusqu'au bout, j'ai pas été très loin, Google. Un site mobile de très bonne qualité. Donc j'ai fait ma recherche, j'ai mes résultats, mes petites étoiles, mes widgets selon le contexte. Je clique sur l'image pour avoir les images de ma recherche. Chose importante, Google a repéré que le téléphone avait XML HTTP request de disponible, car il n'est pas disponible sur tous les téléphones. Donc en cliquant sur la page 2, il n'a pas rechargé la page. Pour avoir testé sur des téléphones qui n'ont pas disponible, il recharge la page. Donc il sait se dégrader. Et c'est ce qu'on doit faire aussi absolument sur nos sites web. Je clique sur actualité, je passe sur la recherche d'actualité, etc. Je pense que vous avez compris. Un site que je suis tombé dessus par hasard en surfant, donc en regardant mon Google Reader, et je suis tombé sur Stack Overflow. Je me suis pas rendu compte, en fait, je me suis rendu compte après un quart d'heure que j'étais sur le site web mobile et qu'au final, je m'en étais même pas rendu compte tellement l'intégration était bonne. Donc voilà, on peut cliquer en haut sur les questions, les tags, les users, etc. On a les questions avec le nombre de réponses, le nombre de votes, etc. Donc là, je clique comment éditer un message de commit qui a été effectué. Donc là, j'ai la question, le détail, l'avatar de la personne avec ses badges. Enfin, si vous naviguez assez régulièrement sur Stack Overflow, on a l'impression d'être sur le site web, mais là, il est adapté mobile et je m'en rends même pas compte. Donc on a les réponses, on a le petit code avec un grisé derrière. Enfin, voilà, on l'utilise vraiment d'une simplicité et on n'est pas perdu. Dernier exemple, Twitter. Avec le bandeau de chargement, on a même l'impression que c'est une appli native. Donc là, pareil, je m'attends à Twitter, je m'attends à voir mes tweets. Donc on a la timeline qui tourne directement, donc avec tous les tweets, les avatars, etc. Et ce qu'on voit souvent et qui est une bonne pratique, c'est le loading automatique pour éviter d'avoir à cliquer sur les pages. Donc automatiquement, on propose de nouveaux tweets à l'utilisateur. Comme ça, il n'a pas grand-chose à faire et surtout, on lui évite de cliquer pour avoir page 2, page 3, etc. Et les replies, les direct messages et autres, au niveau bons élèves. Mais avant d'avoir toutes ces belles applis, on avait, pour ceux qui ont eu la chance de le connaître, le WAP. Donc pour Wireless Access Protocol, et là Wikipédia, je vais un peu chercher, mais voilà Wikipédia, ce que ça donnait en mode WAP, donc avec le petit écran bleu de l'époque. Donc pour ceux qui n'ont pas connu ça, donc le WAP, Wireless Access Protocol, déployé par le Web Forum, c'est un organisme de standardisation, début 2000, et c'était pas du HTML, ça y ressemble, mais c'était du WML. Donc la balise route c'est WML, on a des cartes, on voit qu'en haut on a des événements qui étaient détachés avec des choses un peu exotiques, mais un peu plus bas on voit que ça ressemble à du HTML, il y a du P, les select, les balises options, etc. Mais on voit par exemple un encore avec Go, postfill, voilà, un HTML mais pas vraiment, donc le WML de l'époque. Spécifique pour le WAP. Heureusement juste après, donc début 2000, alors pour la petite histoire, donc le Web Forum devient l'Open Mobile Alliance. Plus intéressant, le WAP devient HTML Mobile Profile, et là on sent quelque chose qui arrive, et surtout WML devient HTML, CSS, JavaScript, et c'est vraiment à partir de cette époque-là qu'on parle de web mobile, donc le web qui est adapté au mobile. Et grâce à ça, donc on a des normes mobiles qui vont arriver et qui vont essayer un peu de spécifier tout ça. Ce qu'il faudra retenir, parce que c'est assez compliqué, donc là résumé 10 ans, c'est qu'en 2004, l'Open Mobile Alliance et le W3C décident de collaborer pour faire une norme à peu près commune, et chacun aboutit à sa norme, le Mobile Profile 1.2 pour l'Open Mobile Alliance et le Basic 1.1 pour le W3C. Et ce que vous devez retenir, parce que c'est assez compliqué, en gros, HTML mobile, c'est un sous-ensemble de XHTML 1.1. Donc si vous targetez XHTML 1.1 dans votre code, vous êtes bien. CSS, même chose, chacun part sur sa norme et ils aboutissent à quelque chose qui ressemble à ça, c'est que CSS mobile, c'est un sous-ensemble de CSS 2.1, avec des choses qui sont enlevées, comme par exemple H1 plus H2, 2.over, 2.firstchild, etc. JavaScript aussi a sa norme, et ce qui est assez marrant pour la petite histoire, c'est que pour être valide au niveau des normes mobiles, sur les toutes premières normes HTML Mobile Profile, JavaScript était banni.
si vous faisiez du JavaScript, vous n'étiez pas valide norme mobile à cause des contraintes CPU de l'époque. Heureusement, maintenant on a des téléphones plus puissants, donc c'est plus interdit de faire du JavaScript, mais on verra tout à l'heure, ça reste une bonne pratique d'éviter de trop en faire. Et surtout, si vous en faites comme on a vu tout à l'heure avec Google, testez l'existence de l'API avant de faire de l'Ajax partout, ou de faire de la Geoloc ou des web workers. Vérifiez que les choses existent avant de les utiliser à fond. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire quelques généralités. Donc des questions qu'on se pose souvent sur le web mobile, ou plutôt comment démarrer aussi pour le web mobile, parce qu'il y en a un peu partout. Si vous voulez démarrer sur un site web mobile, je ne peux que vous recommander cette page, donc les bonnes pratiques du W3C en 1.0, donc à cette URL. Ça vous donne vraiment un condensé de tout ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire, parce que vous n'êtes pas obligé de le respecter, mais pour démarrer dans le web mobile. Et typiquement, vous avez ce genre de choses. Il y en a une soixantaine, je ne vous ai pas tous écrits, mais des intéressantes. Par exemple, ils vous recommandent de faire du XHTML 1.1. Ce qui n'est pas déconnant, vu que la norme mobile, c'est un sous-ensemble du XHTML 1.1. Quelque chose qui va peut-être vous faire tiquer, la taille du site complet, donc HTML, images et CSS, pas JavaScript, doit faire 20K. C'est la taille complète de votre site. On verra pourquoi plus tard. Sachez, pour info, je pense que vous savez, il y a des images qui font 100, 200K facile. Là, c'est tout votre site doit tenir sur 20K. Alors, peu de scroll bar, et voire même ce qu'on a vu tout à l'heure en horizontal, pas de scroll bar, et vertical, il recommande de ne pas en faire plus de 4-5. Et après, des choses un peu qu'on voyait, qu'on voit de moins en moins, donc de l'auto-refresh, il ne faut pas de pop-up, pas de JavaScript quand même, reste une bonne pratique, pas de frame, CSS1, ça par contre c'est bizarre, parce que c'est un sous-ensemble de CSS 2.1. Le problème, c'est que nos navigateurs ont du mal à gérer CSS2 et CSS 2.1 au niveau mobile, donc la bonne pratique pour le W3C, c'est de rester en CSS1, même si peu de sites le font. Donc c'est un must-read de bonne pratique, si vous voulez démarrer, c'est super. Autre question qu'on se pose souvent, c'est l'URL mobile. Est-ce que je dois faire une URL spécifique pour mon site mobile? M. ou l'extension .mobi, ou une catégorie, ou mon site standard qui sert du contenu. Alors là-dessus, il n'y a pas de bonne pratique, mais faites pas comme les vidéos qu'on a vues au tout début, et posez-vous la question, comment est-ce que les gens se rendent sur mon site mobile? Souvent, ils vont passer par un moteur de recherche, ou en cliquant dans un site, ou dans un mail, ou dans une application, ou je vais prendre un exemple avec ce dernier, le réseau social. Vous êtes sur votre desktop, vous partagez un lien, la personne qui est sur le mobile, qui est sur le même réseau social que vous, va cliquer sur ce lien, qui va être certainement un lien desktop. Qu'est-ce qui va se passer sur son téléphone? Tout ce qu'on a vu au début. Et inversement, si la personne est sur son mobile et qu'elle partage un lien, elle va peut-être vous partager un lien mobile. Et moi, sur mon desktop, j'ai juste pas envie de voir jQuery mobile ou quoi. Je suis sur mon desktop, je veux l'appli complète. Donc, ce que de toute façon vous allez devoir faire, c'est que votre adresse principale desktop et votre adresse principale mobile, elle doit s'adapter. Après, elle s'adapte, soit vous faites une redirection vers une URL mobile, où vous servez du contenu HTML mobile, mais vous ne pouvez pas rien faire comme dans les exemples. Vous devez rediriger ou servir du contenu. Alors là, deux choses. Si vous faites une URL mobile, sachez que c'est extrêmement difficile de la faire référencer. Et je vous renvoie vers le hack du mobile site ou site mobile qui n'est pas du tout référencé de la même manière. Alors heureusement, c'est pas normé, mais les grands du web se sont mis d'accord sur link-rel canonical. Alors ça, c'est une balise que vous mettez sur votre page mobile, et dans le href, vous mettez la page équivalente du site desktop. Et en gros, vous faites un lien entre votre page mobile et votre page desktop, et du coup, ça va remonter votre page au niveau résultat dans Google, Yahoo, Bing et consorts. Et donc ça va être vraiment au référencement, donc si vous avez une URL mobile, faites-le. Par contre, si vous décidez que votre URL standard va servir du contenu sans faire de redirection et sert du contenu HTML mobile, faites très attention à la dégradation irréversible. Donc gros mot juste pour dire, si vous servez le contenu mobile, laissez toujours le choix à l'utilisateur de revenir à la version dégradée. Il y a beaucoup de sites qui servent le contenu mobile et moi je cherche partout, je ne peux pas avoir le on-off pour revenir à la version classique. C'est important parce que, on va le voir tout à l'heure, votre site mobile, vous allez enlever plein de fonctionnalités pour que ça atteigne les 20K. Ou en tout cas que vous soyez léger, et du coup vous allez enlever des fonctionnalités que des utilisateurs veulent utiliser. Donc il faut quand même lui laisser la possibilité d'avoir un site dégueu, mais au moins il a la fonctionnalité. Donc deux choses à retenir, ça et ça. Et comment vous allez vous adapter? Vous allez faire du browser sniffing, et le plus simple, ça va être de regarder le user agent, et ça marche partout. Mais vous avez une technique qui est, qui est mieux sur le papier, mais qui malheureusement n'est pas respectée par Safari. Donc déjà en France, il y a 50% des mobiles, vous ne pourriez pas le faire. Donc vous allez être obligé de faire le user agent. Mais il y a un header, vous ne savez peut-être pas, qui est envoyé par tous les browsers mobiles, qui est le XWAP profile. Et ce header, il a une valeur, et cette valeur, c'est une URL qui pointe vers un fichier descriptif de tout le détail complet du téléphone.
sa largeur, sa hauteur, la densité de pixels, le vendor, etc., etc. Vous avez un descriptif complet RDF de tout le descriptif du téléphone. Et du coup, vous pourriez adapter cela. Il y a des librairies qui aident à parser le XWeb Profile pour récupérer les données. Et donc c'est maintenu et c'est mis en place et maintenu par le Wurfel, donc qui est une grosse banque de données, en gros, de tout ce qui existe au niveau mobile dans le monde. Mais malheureusement, donc vous pouvez pas faire que XWeb Profile, sinon Safari, ça marchera pas. Et donc c'est idéal cette technique pour vérifier l'existence de XML HTTP request, des web workers, etc. Et pour regarder vos headers HTTP envoyés par le mobile, je vous conseille ce petit lien. Et en fait, il y a une requête qui part et vous vérifiez tout ce qui revient, et notamment tout en haut, première flèche, vous voyez le XWeb Profile qui est envoyé, et donc qui pointe vers le descripteur dont je parlais. Là, c'est un Motorola MB200. Et donc sous Safari, vous n'auriez pas ce header, du coup, vous seriez obligé de faire le user agent qu'on voit plus bas, et là, vous voyez que c'est un Android, etc. Donc vous pouvez quand même adapter à ce téléphone mobile. On rentre dans le vif du sujet avec 3 optimisations que je vous propose. Tout d'abord, on va regarder ce qu'on peut faire déjà au niveau standard, utilisabilité et rapidité pour booster le site. Ce que j'entends par standard, c'est avant de sortir l'artillerie lourde, comme on a vu sur d'autres présentations très bonnes, mais avant d'aller aussi loin, regardons déjà si notre code n'est pas correct, si la structure du code est bonne, est-ce qu'on s'adapte bien, etc. Donc vraiment, la base avant de démarrer. Et commençons par le commencement, s'il vous plaît, mettez un doctype. Vous êtes sur du mobile, évitez au navigateur de passer en mode de compatibilité, que vous connaissez peut-être plus sous le nom Quirks. Ça a de gros désavantages, les navigateurs ne vont pas réagir de la même manière et vous allez avoir un rendu qui va être différent sur tous les navigateurs. Donc si vous savez que vous faites du mobile, alors les 2 premiers c'est un peu pour les furieux, donc c'est les DTD des Basic et Mobile Profile. L'idéal et la bonne pratique c'est plutôt de mettre un des 2 derniers, donc soit XHTML 1.1 ce qu'on disait, soit carrément HTML5. Mais surtout mettez-le, ne l'esquivez pas. Autre bonne pratique, donc c'est de mettre un viewport qui permet entre autres de définir la taille de la fenêtre, donc au niveau largeur et le zoom initial. Donc c'est un méta que vous mettez tout en haut. Et je vous mets tout de suite la valeur idéale que la plupart des frameworks d'ailleurs respectent. Donc c'est width device width pour prendre la taille de votre device et init scale à 1 pour avoir un zoom par défaut à 1. Vous avez plus d'options, on en a vu il n'y a pas longtemps, vous avez le max scale, vous avez le user scalable no pour empêcher le scroll, etc. Le zoom, pardon. Donc voilà, mettez un viewport aussi, c'est simple et comme ça vous démarrez bien. Et puisqu'on est dans les bonnes pratiques et que vous voulez respecter les normes mobiles, s'il vous plaît, fermez vos attributs, c'est simple et ça coûte pas cher. Fermez vos balises qui ne peuvent pas accepter de contenu, donc BR, HR, IMG, input, etc. C'est des balises qui n'acceptent pas de contenu texte à l'intérieur au niveau HTML. Par contre, ne fermez pas celles où vous pouvez écrire du contenu, même si c'est vide. Et typiquement, script et div. Vous pouvez tester, vous mettez un script SRC, vous auto-fermez le script, ou vous mettez un div ID et vous auto-fermez le div. Demandez à jQuery d'aller récupérer le div, il n'y arrivera pas, et votre script, selon le navigateur, il ne va pas se charger. C'est des balises, même si elles sont vides, elles acceptent du contenu, donc il ne faut pas les auto-fermer. C'est juste des bonnes pratiques, mais là, c'est même plus des bonnes pratiques, là, c'est pour éviter des bugs. Input type, si c'est disponible, utilisez-les, ça vous évite du code JavaScript pour certaines choses. Et les labels, bon ça c'est plutôt au niveau desktop on ne l'utilise pas forcément, sur mobile ça a vraiment son sens, parce qu'on va pointer peut-être à côté du textbox parce qu'on n'est pas super précis, mais du coup si on clique sur le texte, paf, automatiquement on met le focus sur le textbox. Donc des choses simples et ça coûte pas cher non plus. Et de la même manière, on n'est pas tous des brutes donc en HTML, donc passer par un validateur, ça vous permet de voir là où vous pouvez vous améliorer. Là j'ai essayé de valider la page mobile de YouTube. Il y a 11 erreurs en Basic 1.1, donc là on peut sélectionner la mobile profile aussi. Donc là je voulais voir un peu jusqu'où ils pouvaient aller au niveau norme mobile W3C, et donc ils ont 11 erreurs, mais c'est des bêtises, qui peuvent être corrigées facilement, il manque des alt, il y a des BR qui ne sont pas inclus dans des conteneurs, BR normalement c'est du contenu, donc ça doit être dans un div ou dans un P. Il y a du self-spacing qui est écrit en dur, donc ça c'est mieux de le faire passer par une CSS. Voilà, des petites broutilles, mais ça vous dit si vous êtes complètement à côté de la plaque avec 300 erreurs, ou si vous êtes plutôt bien. Donc passez par des validateurs. Alors ça c'est plus pour, entre guillemets, optimiser même sur le téléphone. Là vous avez votre contenu qui est affiché sur le mobile. Maintenant on a vu que le Galaxy Note par exemple il a un écran géant. Donc vous pourriez appliquer un style qui est différent sur ce téléphone. Donc comment vous allez faire? Le plus simple c'est de faire des CSS en cascade qui vont vous permettre de spécialiser ou de faire du cancel de ce que vous auriez déjà défini. Et ça se fait très bien. Alors tous les navigateurs ne le gèrent pas, mais ça se fait très bien avec de la Media Queries, vous avez certainement entendu parler. Donc ça vous permet de requêter et de faire de tester si par exemple le mobile fait telle largeur, telle longueur, etc. Je vous donne tout de suite les 2 bonnes pratiques utilisées dans le monde mobile. Donc mobile, vous mettez le média, donc @media, vous mettez handheld.
Alors handheld, c'est le média pour le mobile. Vous connaissez certainement print et screen. Malheureusement, handheld, la plupart des téléphones l'ignorent, et dont Android et iOS. Donc, on le met pour ceux qui le supportent, mais c'est surtout pour ça que vous avez la deuxième ligne du AtMedia, Only Screen et Max Device Width 480. Donc là, en gros, c'est une CSS, vous allez pouvoir l'importer sur cette valeur, et elle va se charger uniquement pour ces téléphones mobiles en dessous de 480. Et du coup, les tablettes, parce que les tablettes ont un écran encore plus grand, donc vous pouvez y repasser en 2 colonnes ou ce genre de choses, bah vous allez pouvoir faire un media query comme ça. Donc Only Screen, Min Device Width 481, Max Device Width 800. Et là, tac, vous pouvez mettre une CSS sur ce mobile. Et après, vous pourriez faire le dernier au-dessus de 800 pour affecter la CSS desktop. Et ça se fait très facilement. Après, la CSS, c'est pas nous qui l'écrivons, ou c'est nous qui l'écrivons, mais là, vous pouvez vous en passer. Et il y a un super article d'HTML5 Rocks qui explique exactement comment ils ont fait sur leur site mobile. Et en gros, j'ai pas été chercher loin, c'est tout ça. Mais c'est vraiment les bonnes pratiques que eux ont fait. Donc vraiment, allez lire le billet, il est assez sympa. Et bien sûr, passer par un validateur. Et là, pas de chance pour mobileyoutube.com. Ils ont utilisé 2.over, qui est valide CSS 2.1, mais comme je vous ai dit, c'est un sous-ensemble et pas de chance, c'est une balise qui a sauté. Donc ils sont pas valides, c'est pas trop grave, mais voilà. Au moins, ils ont une CSS qui supporte bien les normes mobiles. Donc ils devraient plutôt bien passer sur tous les téléphones. Autre chose qui a l'air évidente, mais j'ai réussi à tomber sur des sites mobiles qui font du layout en 2-3 colonnes. Bon, bref. Donc voilà, on est sur un petit écran qui est souvent en format portrait. Donc fini les layouts justement à 2-3 colonnes avec un menu, des pubs et la colonne centrale. Faites un layout à une colonne. Ça paraît évident, mais tout le monde ne le fait pas. Et bien sûr, pas de pop-up. Là, vous allez avoir de gros gains, et justement les 20K si vous voulez viser et si vous voulez respecter la norme, là c'est vraiment très bien. C'est au niveau des images, vous allez faire très attention à réduire le plus possible la taille de vos images. Et l'idéal, c'est de faire une image HD sur ordinateur et LD sur mobile. Ça peut paraître évident, mais quand vous uploadez sur votre blog ou autre une image en 2000 x 1024, vous demandez au téléphone mobile de charger une image 2000 x 1024. C'est juste pas possible. Donc, ça vous demande 2 fois le travail. Il va falloir cropper l'image, la réduire, etc. pour en faire une, 300 x 200. Et vous vous débrouillez après en CSS Media Queries ou dans votre code JS, JSP ou autre pour charger cette image low-def. Mais là, vous allez avoir un vrai gain. Vous allez pouvoir diviser par 5, 10, voire plus la taille de votre site mobile. Et c'est très important, on le verra plus tard. Spécifier la taille dans le HTML, c'est plus pour économiser du CPU, parce que comme ça lui évitera d'avoir à redimensionner dans le navigateur par rapport à son parent. Donc là, c'est plus un petit gain d'optime CPU. Donc spécifiez la taille. Si vous savez que votre image fait 300-200, écrivez-le, il y a des petits gains. Et surtout, passez par des outils. Bon, là, j'ai mis PNG Crush, mais il y en a plein. Mais lui, c'est le plus connu. Il optimise la taille de vos images. Il y a des outils qui enlèvent les métadatas. Enfin voilà, réduisez le plus possible. Vraiment, celui-là, au niveau code HTML pur, c'est là où vous pouvez avoir de gros gains. Après, il y a JavaScript. On a fait HTML, CSS. Là, on va regarder JavaScript. Il n'y a pas forcément des gains, vous allez en avoir, mais là je vais plus parler de JavaScript, c'est surtout la critique qu'on lui fait tout le temps, c'est qu'on peut l'écrire n'importe comment, et enfin vraiment de toutes les manières, du code vraiment open bar. Là l'idée ça va être d'utiliser le mode strict, ça vous évite justement d'avoir plusieurs codes différents, mais surtout ça vous permet de respecter des bonnes pratiques qui font que tous les terminaux mobiles vont mieux le reconnaître. Et ça va aller plus vite au niveau des moteurs, mais c'est surtout que ce soit le mieux reconnu possible. Et vous le savez peut-être, mais le mode strict, donc ça vous oblige par exemple, il y a beaucoup de choses qui vous sont obligées, mais de remettre des points-virgules, de mettre des accolades sur certains blocs, if, switch, etc. Pas de in dans un sort, car c'est possible, mais c'est source de bugs. Les eval et les with sont interdits, plus et moins, grosse source de bugs aussi en JavaScript, donc c'est interdit, etc., etc. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser le mode strict, vous n'aurez pas de gros gains, mais c'est bien pour être le mieux reconnu possible. Et il y a eu un lien vers JavaScript Performant Mythbusters. C'est une conf qui est disponible depuis quelques semaines. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, elle est marrante. Parce qu'en fait, ils ont dit, il y a plein de mythes en JavaScript. Il y a plein de gens qui disent des choses et bon, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Et eux, ils ont pris tous les mythes et ils ont testé avec JSPerf. C'est un site qui vous permet de bencher un code A et un code B. Il les tourne sur tous les browsers et tous les OS. Et à la fin, il vous dit, le code A sur tel OS, tel browser, il a fait 1 million d'opérations secondes et lui, il a fait que 500 000. Et comme ça, on peut comparer les deux codes si c'est vraiment un mythe. Et par exemple, il y a un mythe que vous connaissez peut-être, c'est qu'en JavaScript, la boucle for, c'est pas l'avenir. Donc il vaut mieux la réécrire en while-i. Ça, c'est connu depuis longtemps dans le monde JavaScript pour être plus performant. Et ils ont prouvé, JSPerf à l'appui, que sur desktop, c'est quasiment au jour d'aujourd'hui faux. C'est plus le cas. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils font la comparaison sur aussi les sites et les terminaux mobiles. Et là, on se rend compte que par contre, c'est plausible.
pour plus des 3/4 des téléphones mobiles testés, faire un while -i, ça va 2 fois plus vite que d'une boucle for. Ou un petit peu moins pour certains, mais pour certains, il y a vraiment des gros gains. Donc voilà, c'est pas pour vous dire qu'il faut absolument le faire, mais regardez la presse parce qu'il y en a une 60aine comme ça et c'est assez rigolo. Il y a des choses qu'on trimballe depuis longtemps et c'est faux ou c'est archi vrai, quoi. Et de la même manière que précédemment, passez par un outil pour valider votre code et voir si vous êtes bon. Donc là, je passe par l'int et par le navigateur web. Donc là, j'ai créé un petit code le plus dégueu possible, avec un in dans un for, un eval, un alert, etc. Et derrière, si vous l'avez testé, il vous renvoie une liste d'erreurs complète. Là, c'est tout ce que... sur un petit bout de code, j'ai tout ça d'erreurs. Donc utilisez-le, ça va vous aider justement à respecter les bonnes pratiques. Dernier point que vous connaissez depuis longtemps, mais qui est encore une fois très peu respecté sur les sites, séparez vos données HTML de votre comportement JavaScript, pas forcément pour la désactivation JavaScript, mais plus pour si vous avez fait une API que vous utilisez qui n'est pas disponible. Au moins, si vous avez affiché la data, au pire, c'est ce que vous allez faire avec votre API qui ne va pas être loadé, mais la data, elle est là. Donc n'oubliez pas de faire ça. Le plus important, c'est d'avoir la donnée le plus rapidement possible. Donc comme d'habitude, vos scripts, mettez-les à la fin. Au pire, il montrera un peu de CSS, un peu de style, mais la donnée, elle est là. Et toujours vérifier l'existence d'une API. Et avant de rentrer en vif du sujet, un petit site qui existe depuis longtemps, quirksmod.org/mobile. En fait, le développeur s'est amusé à tester donc tous les navigateurs mobiles et aussi les moteurs de rendu, Gecko, WebKit, etc. et a pris toutes les fonctionnalités mobiles et les a testées et où est-ce que c'est disponible ou pas. Et par exemple, on disait tout à l'heure, c'est génial, ils sont tous sous WebKit. Bah ouais, mais même sur un même WebKit, on a des choses qui sont mal gérées. Par exemple, là, ça se voit peut-être pas trop, mais c'est le touch event ici. Voilà, donc la fonction touch event qui n'est pas gérée de la même manière sur les WebKit. Et par exemple, donc sur Android et iPhone, c'est bien géré. Par contre, donc je m'avance un peu, sur Symbian et Palm, qui sont aussi sous WebKit, les touch events ne sont pas gérés. Donc si vous partez du principe qu'un WebKit, bon bah c'est bon, je fais du touch event partout, bah, là vous avez perdu pareil quelques browsers et quelques téléphones. Donc c'est un super site qui compare tout, les valeurs viewport, qui gère quelle valeur, etc. C'est un très bon site, je vous conseille aussi d'aller le voir. Et donc on commence aussi avec l'utilisabilité ou faciliter l'utilisation. Là j'ai fait une petite vidéo du Touilleur Express, donc qui utilise le plugin mobile de WordPress. Donc c'est un site de contenu avec des articles de blog, etc. Donc bon, il y a le menu en haut qui permet de naviguer par tag, par catégorie, etc. C'est un site de blog, donc avec les articles. On cherche plus d'entrées en cliquant comme ça. Les articles arrivent assez rapidement en Ajax, donc c'est assez simple d'utilisation. La bonne pratique du on-off pour repasser sur la version classique. Et donc là, je vais m'occuper d'un article. Donc là, on voit que sur la synthèse, on a le titre, la catégorie, la date qui apparaît bien et les commentaires. Et j'arrive sur l'article, ça se charge assez rapidement. Le contenu est lisible, il y a les images. Les commentaires, c'est on ne peut plus simple. Donc au niveau utilisabilité, le site fait ce qu'il faut avec la skin qu'il faut. Je ne suis pas perdu en tant qu'utilisateur. Alors pour tester tout ça, parce que votre site, vous allez devoir le tester sur tous les navigateurs. Vous allez passer certainement par des émulateurs, sauf si vous avez tous les téléphones du monde, mais ça m'étonnerait. Donc là, vous avez un lien sur Mobiforge qui vous référence tous les utilisateurs, les émulateurs que vous pouvez tester dans le monde. Donc iPhone, Android, BlackBerry, Palm, Android, Microsoft, etc. Et il vous donne tous les liens, vous les installez, vous avez tous les émulateurs que vous voulez pour tester. Sachant que rien ne vaut un déploiement. Et si vous n'avez pas envie de pourrir votre machine avec tous ces émulateurs, il y a un outil web qui s'appelle Screenfly. Donc là, j'ai testé WebTambouille. La case à cocher pour Mimic Device, ça va faire que le site va vraiment faire comme s'il était sur les petits devices que vous avez en bas qu'on va pouvoir tester. Et il mimique vraiment comme si on était sur ce device. Donc là, je suis sur un desktop, je crois j'ai coché 15 pouces. Donc là, on voit le site, comment il serait rendu sur un site 15 pouces. Je clique Hello Scrolling pour avoir un peu d'événements. Aujourd'hui, dans des releases majeures, plus tard, ce sera certainement géré, mais si on clique ici, on a des erreurs et on part. Donc c'est vraiment pour gérer que l'URL de départ. Donc ensuite, je vous montre aussi qu'il gère plein d'autres résolutions, mais surtout, je vais cliquer sur une tablette, et que donnerait le site sur un iPad 1, iPad 2 ? Ça donnerait ça. Et par exemple, on voit que je pourrais optimiser l'horizontal, parce que là, ce que je disais tout à l'heure, j'ai un petit scroll horizontal. Donc sur iPad, je pourrais optimiser, par exemple. Mais on va aussi pouvoir tester les téléphones mobiles. Et là, par exemple, je vais cliquer et voilà ce que donne le site sur BlackBerry. Et là, on va voir que jQuery Mobile va s'activer. Et donc voilà, le site sur un BlackBerry, je ne sais plus lequel exactement. Je vais cliquer sur iPhone 4. Il différencie le 3 et le 4, ils n'ont pas la même résolution d'écran. Donc voilà ce que donnerait le site sur un iPhone 4. Donc toujours avec le chargement et toujours jQuery Mobile. Là, pour le coup, il passe plutôt bien.
Et je vais faire un dernier essai avec le Nexus S, donc il y a un écran plutôt grand. Et là on va voir, j'aurais pu aussi, qui n'a pas été fait, optimiser et afficher plus d'articles. Parce que là j'ai un gros bleu en bas. Donc du coup j'aurais pu optimiser et mettre plus d'articles sur ce téléphone. Et là j'ai fait un retête donc, qui permet de le passer en paysage. Et je termine, bon là pour la petite histoire, il gère aussi les télévisions. Donc voilà ce que donnerait le site en 720p. Vous avez aussi 480 et 1080. Donc voilà, un petit site qui est vraiment sympa si vous voulez tester rapidement votre site. Et donc pour tout ce qui est utilisabilité, le plus simple pour vous, ça va être certainement de passer par un framework. Sachez que c'est pas forcément la solution idéale parce qu'au niveau perf, on va voir que les frameworks sont assez lourds et ont leurs petits désavantages. Mais pour l'utilisabilité, c'est génial. Donc les plus connus, bon, je pense que vous connaissez jQuery Mobile, où pour afficher cette petite liste, vous allez avoir ce code. Et donc on voit que c'est du full HTML5 et on voit toutes les bonnes pratiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ils ont mis un doctype HTML5. Ils ont mis le viewport avec la valeur par défaut. Donc c'est vraiment, quand vous téléchargez l'exemple, c'est comme ça et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et donc on voit les data-étoiles, donc data role, data icon, etc. Donc ça c'est l'attribut HTML5 qui vous permet de définir ce que vous voulez comme attribut. Et donc vous êtes valide au niveau de la norme W3C et vous n'avez pas besoin de redéfinir de namespace. Donc data-étoile, utilisez-le. Un autre concurrent, donc c'est Sencha Touch 2, qui est sorti récemment en version 2. Donc pour la même liste, alors je vais passer par un petit écran intermédiaire, juste pour vous dire que c'est du JavaScript. Donc là, on n'est pas sur du full HTML5, HTML, etc. On est sur du JavaScript. Donc là, je fais juste un exemple avec une application, un panel et Hello World. Donc la liste, c'est exactement ce code-là. Donc après, c'est une question de point de vue, si vous aimez JavaScript ou pas, selon les compétences de vos développeurs. Mais sachez que les deux, c'est juste, entre guillemets, l'opposé. Vous avez Joe, je voulais juste vous en parler parce qu'il est un peu hype en ce moment, donc il vous permet de faire des frameworks HTML5 à la Sencha, donc c'est intégralement JavaScript. Zepto qui a changé la skin de son site début de semaine, donc il a vite fallu que je fasse une mise à jour. Donc Zepto.js qui a pour but de faire 5 à 10K. Donc c'est la valeur finale qu'ils veulent faire en mode gzip. Donc pour info, jQuery Mobile, il fait plus de 30 en mode gzip. Donc eux, ils essaient d'être le plus léger possible pour targeter justement le mobile et ces 20K, en faisant exactement tout ce que fait jQuery Mobile. Ils essaient vraiment d'être compatibles 100% jQuery Mobile. Donc ça, c'est une bonne librairie, mais ça fait que comme jQuery, ça fait que de la manipulation, de la transformation, ça fait pas de l'affichage de beaux widgets. Donc vous pourriez le coupler à JQTouch, qui revient après avoir été pas mal arrêté. Et en fait, donc JQTouch est maintenant compatible Zepto et jQuery Mobile. Parce que Sencha a donc recruté le mec de Zepto, et Zepto est reparti sur JQTouch, et le développeur a fait JQTouch et a mis en place le support Zepto dans JQTouch. Et je vais m'arrêter là pour les frameworks parce qu'il y en a plein. Il y a aussi des HTMLX-Touch, iWebKit, Dojo WebMobile qui est passé tout à l'heure. Voilà. Là après c'est selon ce que vous voulez. Bon là je vous ai montré les plus connus et les plus utilisés. Après à vous de vous faire votre idée selon vos besoins. Et il y a des frameworks qui vont bien évidemment plus loin, mais je voulais quand même en parler parce qu'ils sont entre guillemets web mobile dans le sens où ils font du HTML5, CSS3, JavaScript. Mais derrière c'est pas une application web, donc ça va générer une application native. Et souvent, donc pour les utiliser, on va passer par un SDK propriétaire qui nous fournit un accès hardware un peu plus poussé que les sites mobiles. Donc je pense que le plus connu que vous connaissez, c'est PhoneGap, donc qui sera bientôt Apache Cordova, donc qui vous permet avec HTML5, CSS3, JavaScript, de construire votre appli et après de la builder sur le store que vous souhaitez, donc Android, Apple Store, etc. L'autre connu, c'est Titanium d'Accelerator, donc qui sera un peu à la Sencha. Donc là, ce site-là, vous allez coder full JavaScript. Bon, ça se code très bien et ça s'essaye, c'est plutôt bien. Il y a Joshfire, donc qui de la même manière, on voit en bas à droite avec HTML5, CSS3, JavaScript, vous pluguez un adapteur et du coup en sortie vous avez votre application, donc soit Android, soit iOS. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez mettre un adapteur Node.js pour avoir une application Node.js en sortie, ou, qui est plus rigolo, Samsung et Google Télé. Donc vous mettez l'adapteur Google Télé, hop, vous avez une application que vous pouvez mettre sur la Google Télé telle quelle. Donc pareil, un petit framework à surveiller, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils existent, donc voilà, petit framework sympa. Et le dernier que j'ai vu récemment, qui est pas mal aussi, c'est Kendo UI, donc qui s'appuie sur jQuery. J'étais en train de chercher des frameworks à base de jQuery, donc je suis tombé dessus. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'il fait à la fois du web et à la fois du mobile. À la différence, on voit souvent PhoneGap qui dit je target appli native et jQuery mobile, bon bah c'est appli web. Lui il dit dès le départ, moi je sais faire les deux. Vous changez juste votre script en haut de votre page et vous pouvez faire soit du web, soit du mobile. DataVis, c'est encore un autre truc qu'ils ont qui permet de faire de la visualisation. On voit déjà un tout petit exemple pour faire de la visualisation graphique simplifiée. Donc en plus, ils ont pas mal d'outils. J'ai juste essayé le web, j'ai pas essayé mobile et DataVis, mais bon voilà, encore un petit truc à surveiller.
Et comme d'habitude, le debug, c'est quand même un petit peu important. Donc certainement, vous allez faire votre appli, vous allez avoir des petites corrections à faire à droite à gauche, et malheureusement, vous n'avez pas WebKit directement sur votre mobile pour modifier. D'une certaine manière, si, vous allez certainement passer par un remote debugger. Donc là, c'est Winery, un des plus connus, donc qui vous permet de faire du remote debug de n'importe quel téléphone. Vous avez votre WebKit sur votre desktop. Et derrière, donc vous le connectez directement et vous avez donc votre téléphone mobile qui apparaît, vous avez votre code et vous pouvez changer sur le WebKit de votre desktop et vous aurez la page mobile qui se rafraîchit. Et récemment, donc si vous avez un des derniers Android, vous avez le remote debugging qui est intégré par défaut. Donc dans Android, vous cochez Enable Web Debugging et hop, vous avez le remote debug. Dernière partie, la rapidité ou comment faire pour booster votre site mobile et qu'il aille le plus vite possible. Et là, la première réflexion qu'il faut avoir, c'est la donnée. Et vous posez la question de ce que recherchent vos utilisateurs quand ils vont sur votre site web. Moi, quand je vais sur YouTube, après c'est que moi, mais quand je vais sur YouTube, je m'attends à voir les last 10 vidéos les plus vues, par exemple. Quand je vais sur la SNCF, je vais certainement essayer peut-être d'acheter un billet de train. Twitter, on l'a vu tout à l'heure, moi je veux voir ma timeline, c'est le premier truc que je veux voir. Facebook, bon, j'ai pas de compte, mais on imagine qu'on veut voir son mur. Enfin, en gros, on essaie d'avoir la fonctionnalité principale de votre site. C'est ça le plus important. Donc n'essayez pas de tout faire rentrer. Vous avez un site desktop qui fait plein de trucs. N'essayez pas de tout mettre à l'intérieur, comme fait le thème mobile de WordPress. Il prend le site WordPress et il met absolument tout dans un petit menu en haut que, je pense, si je fais un vote, très peu utilisent. Et très peu savent que d'ailleurs que c'est là. Le problème, c'est que c'est du HTML envoyé, c'est de la CSS envoyé, c'est beaucoup de code envoyé qui, au final, ne sera pas utilisé. Donc ça, c'est du contenu qui est bien sur desktop, mais qui n'est pas forcément bien sur mobile. Pour rappel, votre page complète, elle doit faire 20K. Et on va enfin savoir pourquoi elle doit faire 20K. On va regarder le réseau. Et d'abord, la bande passante sur mobile. Alors ça va pas être super parlant, je vais avoir un slide juste après qui est bien, mais juste pour vous montrer 3G, 3G+, on sent qu'au niveau réseau, on s'améliore. Je n'ai pas mis la 4G qui va arriver. Mais bon, déjà 3G+, on sent que c'est assez rapide. Bah, mais une fois qu'on rapporte ça à 100 kilooctets, et combien de temps il faudrait pour télécharger 100 kilooctets, ce qui est déjà 5 fois la norme, et ben on voit que sur de la 3G, il faut quand même 2 secondes pour télécharger 100 KO. Et 100 KO, encore une fois, c'est rien. Moi, j'ai vu des sites mobiles comme eBay Mobile qui fait 500 KO tranquillement. Donc il faut 10 secondes pour charger le site. Et sur du Edge, qui est encore quand même le réseau du métro parisien souterrain, donc qu'on va avoir encore quelques années, on met 4 secondes pour télécharger 100K. Mais il n'y a pas que la bande passante. Il y a un truc qui est plus grave, c'est la latence. Enfin, plus grave. Parce que là-dessus, vous n'avez vraiment pas la main. Et la latence, si je l'additionne naïvement, combien il faut pour faire 10 appels? Eh ben, on va voir qu'en 3G, pour 10 appels, on peut perdre jusqu'à 5 secondes. Et 10 appels, encore une fois, c'est très rapide. Un HTML, 2JS, 3CSS, 4 images, boum, ça y est, on les a. Ça va très vite de perdre beaucoup de sites, beaucoup d'appels. Et j'ai vu de nombreux sites web qui tournaient en moyenne mobile autour de 30, 40, et pour certains, j'ai vu 80 appels. Donc 80 appels, enfin, je vous laisse calculer, enfin, c'est avec bien évidemment les requêtes qui sont parallélisées, mais en imaginant qu'il y a 4 appels parallèles, ce qui est déjà beaucoup, on perd déjà presque 10 secondes sur tous les sites. Et ces 10 secondes-là, vous ne pouvez rien faire. C'est de la latence. Et même 3G+, sur 10 appels, on peut perdre 1 seconde et demie, ce qui est énorme. On n'est pas sur un réseau fibre optique comme on a ou Ethernet sur nos postes. Et comme d'habitude, et c'est là où c'est assez intéressant parce qu'on est bien guidé si on veut faire un bon site web rapide, on a plein de sites qui peuvent nous aider. Alors ça, c'est MobiReady, qui est mis en place par MobiForge. Donc il vous donne une note, lui il va plus loin parce qu'il regarde aussi le JavaScript. La norme ne regarde pas JavaScript, mais eux ils disent ça fait partie du code. Donc on voit que le blog il a une mauvaise note, alors que pourtant il respecte toutes les bonnes pratiques, on verra tout à l'heure, parce que j'ai mis jQuery mobile, donc jQuery mobile là-dessus ils sont carrés. Mais le problème c'est que mon site il fait 196K. Donc je suis largement au-dessus des normes. Et pour info, donc 197 si on arrondit, sur les 197K, j'ai 180K de jQuery mobile, c'est tout. J'ai tout mon site, c'est jQuery. Donc si on vise la perf et s'afficher le plus vite possible, c'est pas forcément le framework qu'il faut viser. Moi, je voulais développer rapidement et avoir un site utilisable, donc j'ai fait ce choix. Par contre, au niveau perf, je suis dégueu. Alors j'ai trouvé un site, je sais même plus comment, autotrader.co.uk. Lui, il a une très bonne note. Alors par contre, au niveau norme, on va voir juste après, il est 0. Il y a du rouge partout. Mais la principale caractéristique, la caractéristique maître, elle est respectée. Et comme vous voyez, tout inclus, même JS, il fait 18K. Donc c'est déjà bonne note pour lui. Et Google complet fait 6K. Google mobile. Donc HTML, CSS, JavaScript et les images. Voilà. 4,95, c'est pas trop mal. Donc je vais rester sur lui parce qu'il est plutôt pas mal. Juste en dessous, vous avez un émulateur avec tous des téléphones, on va dire bas de gamme. Donc vous pouvez voir à quoi ressemble votre site
sur ce type de téléphone. Et donc ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, les bonnes pratiques. Donc pareil, hein, tout à l'heure le blog il avait tout au vert et celui juste avant qui a des bonnes notes, par contre il a tout au rouge. Il n'a pas respecté les bonnes pratiques, mais encore une fois c'est les 20 cas qu'il faut targeter. Et de la même manière, donc là vous pourriez vous améliorer sur d'autres points. Bon, on voit Google, ils sont quasiment verts partout, mais voilà, vous pouvez vous améliorer et voir ce qui ne va pas. Donc bien sûr, le W3C aussi propose son site, et même très bien fait. Donc il vous donne un pourcentage, donc toujours le blog, hein, qui vous dit à peu près où vous vous situez, ce que vous pourriez améliorer. Et quand vous cliquez sur tous les panels, hein, vous voyez des petites flèches, vous pouvez déplier et voir tout ce qui ne va pas. Alors là, par contre, on est sur le W3C. Donc là, on va regarder que HTML, CSS et images. Mais vous voyez tout en haut, sur les 61 cas du site, donc si on enlève le JavaScript, sur les 61 cas du site, il y a 41 cas de style sheet. Et entre guillemets, j'ai de la chance parce que j'ai encore jQuery Mobile Beta sur mon site. Si je mets la release, là, la dernière, maintenant la style sheet elle fait 60K. Voilà. On est sur quelque chose qui grossit, qui a tous les thèmes. jQuery Mobile, malheureusement, c'est pas encore jQuery UI où on peut sélectionner ces petits trucs. On embarque tout, donc il y a énormément de contenu qui est embarqué dans mon site qui ne me sert pas. Donc voilà. Et donc vous pouvez aller voir après sur les erreurs critiques, les erreurs majeures, etc. ce que vous pouvez faire pour améliorer. Dernier petit site qui est plutôt bien, bon, d'aspect il fait bizarre, mais quand on a les résultats, ça aide beaucoup. Donc c'est Mobitest. Ce qui est rigolo, c'est qu'il vous donne ce petit pourcentage, là 80%. En fait, par rapport à tous les autres sites qui ont été testés, le blog fait partie des 80 plus rapides. Ce qui est marrant parce que j'ai pas touché au code depuis 2 ans, et bon, il y a 2 ans, je crois que j'étais à 60%. Donc, tous les sites qui sont venus tester sont plus mauvais. Genre, je sais pas. Donc du coup, ça vous donne des métriques. Vous choisissez un type de mobile, une région de test, un nombre de runs. Vous avez vos résultats pour chaque run, et on voit que il y a 4 secondes 6 le premier run et après 2 secondes. Donc au niveau cache, on sent qu'il y a quelque chose qui est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de code qui a été mis en cache donc pour limiter les requêtes, mais il y a quand même encore 2 secondes, c'est quand même beaucoup. Et après vous avez le détail complet de tout ce qui a été chargé, tout ce qui a été en cache, et surtout l'onglet HAR en haut qui vous donne accès à un espèce de DOM qui vous montre tout ce que vous avez chargé au niveau JavaScript. Et typiquement pour la mémoire, ça peut vous aider pour voir ce que vous avez chargé comme objet et ce que vous pouvez enlever, etc. Donc ça, c'est qu'une liste de petits outils, il y en a plein d'autres, mais ça peut vraiment vous aider. Donc comment on peut faire pour réduire tout ça? Ça peut paraître du bon sens, mais comme d'habitude, ce n'est jamais mis en place. Donc pour réduire tous ces appels, déjà vous allez faire plus de validation côté client. Ça va vous éviter de faire ces requêtes, donc il y a de la bande passante et de la latence qui sont économisées. Par contre, si vous me faites de la validation algorithme de l'une, ça va pas trop le faire parce que ça va consommer beaucoup au niveau CPU côté mobile. Donc sachez bien placer le curseur. Faites de la validation côté client, mais ne faites pas toute la validation côté client. Sachez trouver le bon modèle. Ajax de la même manière, faites avec parcimonie. Pareil, en scrutant quelques sites web mobiles, j'ai vu 15-20 appels une fois que la page était chargée. L'architecture OA, c'est bien. Sur mobile, faites attention. Ne chargez pas tout votre site en mettant juste le contenu et après en mettant du moustache qui fait 70 appels Ajax pour récupérer la page. On est sur du mobile, on n'est pas sur du desktop. Attention aux bibliothèques, on est vraiment dans un monde où on aime bien le hype, donc je vais tirer underscore pour faire du fonctionnel, je vais prendre Moment.js parce que ça gère mieux la date, tac 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 tac, puis on arrive vite fait à 20 bibliothèques. Vous pouvez en récupérer, mais n'oubliez pas de les concaténer. Évitez les set intervalles et les set timeout, donc ça fait une conso CPU constante. Donc là, pour flinguer j'ai testé pour le coup, un Android qui tient une demi-journée en temps normal, on met un set timeout en 1 heure, paf, il n'y a plus de téléphone. Et juste un navigateur, j'ai tout coupé, je mets le navigateur, set timeout, plus rien en 1 heure. Et évitez de trop manipuler le DOM, ça vous le savez, mais alors sur mobile c'est de la même manière, on perd énormément. Si vous voulez énormément manipuler le DOM, essayez de regrouper vos modifications dans une seule variable et faites une seule injection. C'est ce qui est le plus coûteux au niveau web, manipuler le DOM. Donc évitez de le faire et si vous le faites, regroupez le plus possible. Là où vous allez aussi énormément gagner, c'est du cache. Alors souvent le site mobile, c'est un petit site qu'on met en place vite fait. On a plutôt tendance à privilégier le site desktop. Justement non, site mobile a encore plus besoin par exemple de cache et de CDN. Utilisez des CDN, Google, Akamai, Amazon, le vôtre, etc. Utilisez des CDN, ça va vous faire gagner en vitesse et ça va vous faire gagner peut-être si vous réutilisez un fichier qui aurait été téléchargé par un autre site qui utilise le même CDN. Mais utilisez des CDN, ça vous permettra d'aller plus vite. Mettez aussi un proxy cache si besoin, un Varnish, un Squid, etc., ce que vous voulez. Sans sortir l'artillerie lourde, vous pouvez déjà regarder si vous avez bien seté vos expires et vos cache control. Il y a des petits sites en bas là qui vont vous aider. Si votre page elle est cacheable ready, ils vont vous dire attention là votre page elle va jamais être cachée ou attention elle est cachée mais vous mettez des 1 minute, des 2 minutes, c'est bête. Voilà. Vous pouvez aussi versionner vos fichiers, surtout pour ceux où vous savez qu'ils vont pas évoluer tout le temps. Donc typiquement le logo, un logo de site ou une version de jQuery, mettez une version comme ça le jour où ça évolue, hop, vous changez l'URL et vous pouvez mettre un expire d'1 an là-dessus et le client il ne le téléchargera jamais.
sauf s'il vide son cache. Et donc des validateurs, Wireshark, Redbot, bon, il y en a plein, là je vous laisse utiliser les vôtres, mais ces deux-là sont plutôt pas mal. Alors HTML5, si disponible, va vous fournir aussi des choses qui vont vous permettre de gagner en rapidité. Et typiquement, le local storage, ce qu'il faut savoir, c'est que les cookies, vous savez qu'ils sont envoyés automatiquement dans chaque requête au niveau serveur. Donc du coup, vous pourriez gagner en n'utilisant pas les cookies et en utilisant le local storage si disponible. Donc déjà, vous gagnez au niveau cookie envoyé au serveur et vous gagnez aussi dans le parse du cookie. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais donc va falloir faire d'index-of, des substrings, etc. pour récupérer votre valeur. Alors bien évidemment, vous allez me dire, il y a des librairies qui font ça. Bah ouais, mais tac, encore une librairie récupérée. Donc le plus simple, si vous avez disponible, c'est de faire ça. Donc window local storage.attribut, donc vous mettez la valeur que vous voulez. Vous faites un if dessus ou vous faites un val égal ce truc-là et hop, vous avez tout de suite la valeur. C'est en plus simple que d'utiliser un cookie. Bon, alors après, c'est pas fait pour tout, c'est très bien pour préférence, compteur, panier, etc. Mais utilisez-le si disponible. Et aussi, donc si disponible, vous avez l'application cache, qu'on connaît nous peut-être plus sous le nom de offline. Ça vous permet de mettre en offline et donc en cache certains fichiers. Donc vous mettez un manifeste qui pointe vers ce fichier-là, index.appcache, vous mettez tel MAMType, et à l'intérieur de ce fichier, vous mettez toutes les URL que vous voulez mettre en cache. Ça s'expire facilement en mettant à jour un petit commentaire en haut du fichier. Donc pareil, là je vous laisse regarder la doc, mais très peu l'utilisent en fait, donc vraiment utilisez-le, vous allez vraiment faire de gros gains. Les derniers points que vous connaissez, mais peut-être pas tout, donc la concaténation de fichiers, surtout il faut vraiment le faire, surtout sur mobile. Vous pouvez avoir 15 appels JavaScript regroupés en un, bande passante, pas trop, mais surtout latence, vous allez énormément gagner. Donc JavaScript et CSS. Image spriting, on s'en fait tout un monde, c'est très simple à mettre en place, donc pareil, si vous avez 45 images à loader et que vous savez qu'elles sont tout le temps là, faites une seule image, bah là, vous venez de faire 44 requêtes en moins. Donc au niveau mobile, c'est énorme. Alors base 64, alors avec des pincettes, parce que votre image encodée en base 64, elle va être globalement en moyenne 30% plus grosse, mais de la même manière, vous évitez de faire une requête. Donc là, à vous de placer le curseur. Est-ce que je préfère faire 40 appels ou faire un seul appel, avoir une page HTML plus grosse, mais là je gagne 40 appels de latence. Donc là, de la même manière, il n'y a pas de bonne réponse, c'est selon votre site. Et évitez les redirections et passez par des sites qui vous donnent du scoring, toujours pour vous améliorer. Et maintenant que vous avez concaténé vos fichiers, surtout, n'oubliez pas de les minifier. Là, il y a plein d'outils. Surtout CSS et JavaScript. Il y a plein d'outils, Clojure est pas mal à la mode et qui s'utilise assez facilement, mais Require.js, Glyphi, etc. Minifier au fichier, pareil, vous allez gagner au niveau de la bande passante mobile. Donc le mot de la fin, c'est quoi? Optimiser un site web mobile, sans avoir déjà à aller regarder très profondément pour optimiser pour Android, iPhone, etc. Bah, c'est déjà avoir un bon design, vous avez bien pensé votre site et vous savez exactement ce que vous voulez dedans. Les bonnes données, n'essayez pas de tout faire rentrer, restez avec l'essence de votre site et ce que les utilisateurs veulent quand ils viennent chez vous. Et surtout un site rapide, faut vraiment que ça aille le plus vite possible, que ça booste. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans le site web mobile. Le mot de la fin, donc deux petits bouquins si ça vous intéresse. Relevez le défi du web mobile et développer le web mobile, les crédits photos. Et je vous remercie. Nickel. On a 4 minutes pour des questions. Bonjour. J'ai une question en l'occurrence sur le développement hybride sur PhoneGap en l'occurrence. Quel est le navigateur qui est derrière? Tout simplement. Le navigateur qui est derrière... je répète la question, donc quel est le navigateur qui est derrière PhoneGap? PhoneGap, ouais. Doit y avoir une WebView, j'en ai pas fait plus que ça. Je pense qu'il doit y avoir une WebView qui s'adapte selon le navigateur. Je sais pas trop. J'ai pas utilisé PhoneGap plus que ça, je pensais juste... C'est bon, bah je vous remercie.